La situation que nous vivons est inédite, chacun le mesure bien. Elle exige de chacun d'entre nous responsabilité et civisme. C'est la première fois dans son histoire que l'éducation nationale doit faire face à ce type de situation. Les gestes barrières sont plus que jamais le levier principal pour freiner la diffusion du virus et donc protéger les plus fragiles. C'est une véritable éducation à tous ces gestes qui vaut pour l'ensemble de notre pays. Mon premier message s'adresse à l'ensemble des personnels de l'éducation nationale qui, depuis vendredi matin et durant tout le week-end, sont au travail pour organiser la continuité des apprentissages des élèves. C'est ce travail, en ce moment même, qui nous permet de communiquer directement avec les familles. Soit elles ont déjà été contactées, soit elles le seront au cours des prochaines heures et jusqu'à lundi. Lundi et jusqu'à nouvel ordre, 13 millions d'élèves vont rester chez eux. Nous mesurons combien cette décision, qui est indispensable pour protéger tous les Français, peut entraîner des difficultés dans l'organisation des familles. Le gouvernement met tout en œuvre pour les accompagner. Nous devons être vigilants à ne pas exposer nos aînés ou des personnes fragiles à la proximité des enfants qui, comme vous le savez, peuvent porter le virus sans présenter aucun symptôme. À partir de lundi, le service public de l'éducation se réorganise pour continuer à accompagner les élèves dans leurs apprentissages. Et notre action repose sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est que les écoles et les établissements sont ouverts en tant que bâtiments, avec des équipes éducatives. Il s'agit d'assurer l'information des familles par une permanence téléphonique et par voie électronique. Il s'agit aussi d'assurer une permanence pédagogique. À cet effet, l'inspecteur de l'éducation nationale pour les écoles primaires et les chefs d'établissement pour les établissements de l'enseignement secondaire organisent la présence d'un ou plusieurs professeurs. Il s'agit aussi de permettre de maintenir le travail collectif des équipes éducatives. Il y a des réunions de coordination, le conseil pédagogique, le conseil de classe qui peuvent se tenir. Enfin, il s'agit d'offrir aux professeurs qui le souhaitent des ressources pour mener leur enseignement à distance. Chaque inspecteur pour le premier degré, chaque chef d'établissement pour le second degré organise cela en lien avec les professeurs. Il va de soi que les professeurs qui ont un problème de garde d'enfants ainsi que ceux qui ont un problème de santé spécifique, les exposant davantage au risque du coronavirus, resteront chez eux et pourront faire du télétravail. En réalité, tout le monde reste au travail parmi les adultes à l'éducation nationale. Simplement, certains le font par télétravail, les autres le font en étant présents dans l'école et dans l'établissement. C'est à la fois avec du discernement et du civisme que nous arriverons évidemment là aussi à organiser ce point. Le second pilier, c'est l'enseignement à distance qui est assuré par les professeurs. Et cet enseignement à distance, vous le savez, nous l'avons préparé depuis plusieurs mois, de façon à ce qu'une nouvelle progression et une nouvelle organisation des apprentissages, tenant compte des nouvelles modalités d'enseignement, puisse se faire. Les acteurs, c'est-à-dire les professeurs en particulier, peuvent utiliser les ressources numériques pour mener à bien leurs enseignements, site internet, courriel, environnement numérique de travail, et le site Ma classe à la maison du CNED. Les choses se mettent en place. D'ores et déjà, la plateforme Ma classe à la maison a eu 220 000 inscriptions de plus en 24 heures. Et ce rythme va évidemment se poursuivre. Les familles sont en ce moment même informées des modalités d'inscription. Chaque famille doit recevoir par email ou éventuellement par un coup de téléphone le lien, l'URL permettant de travailler avec Ma classe à la maison. Je rappelle que Ma classe à la maison correspond à des progressions pédagogiques pour toutes les classes, de la grande section de maternelle jusqu'à la terminale, et permet aussi de faire des classes virtuelles, c'est-à-dire une classe où on voit par la caméra le professeur, ainsi que l'ensemble des élèves qui sont connectés. La continuité pédagogique repose sur un ensemble de moyens. C'est non seulement Ma classe à la maison, mais les environnements numériques de travail qui souvent existent déjà dans les établissements, souvent dans le second degré. Cet environnement numérique de travail permet un contact personnalisé entre le professeur, qu'il soit chez lui ou qu'il soit dans l'établissement, et les élèves. Il y a aussi la mobilisation des moyens audiovisuels. Je tiens à signaler que là aussi, nous effectuons un travail depuis plusieurs mois avec le service public de l'audiovisuel, notamment au travers d'une plateforme qui s'appelle Lumni. Cette plateforme Lumni que nous avons inaugurée avec le ministre de la Culture et les autorités audiovisuelles permet de proposer des contenus audiovisuels éducatifs aux enfants. À partir du 23 mars, une émission quotidienne sur France 5 intitulée Maison Lumni, en fin de matinée de 52 minutes,
va accompagner les révisions des 8-12 ans. Elle va être réalisée en lien avec le ministère de l'Éducation nationale et elle est illustrative de cette mobilisation de l'audiovisuel. Le service public de l'audiovisuel sera évidemment en pointe. Ce sera vrai aussi pour les radios, mais cela peut être vrai pour l'ensemble des radios et des télévisions et même des journaux de notre pays qui peuvent faire de nous une nation éducative, c'est-à-dire une nation qui, dans ces circonstances exceptionnelles, développe plus de contenu éducatif qu'en temps ordinaire. Nous sommes prêts pour cela. La continuité pédagogique repose essentiellement sur l'ensemble donc des modalités de l'enseignement à distance. Je le disais, il n'est pas demandé à l'ensemble des personnels d'être présents dans les établissements, mais les inspecteurs et les équipes de direction peuvent organiser des réunions pédagogiques et une permanence pédagogique. Des personnels seront également présents dans les établissements pour accueillir des enfants des personnels indispensables en cette période de crise sanitaire. C'est ce qu'a annoncé le président de la République. Ces personnels sont ceux qui sont impliqués dans la prise en charge des malades, ceux qui donc travaillent dans les établissements de santé publics et privés, c'est-à-dire les hôpitaux et les cliniques, les centres de santé, l'hospitalisation à domicile, les structures de soins de suite et de réadaptation, les SSR. Ce sont aussi les personnels travaillant au sein des cellules de crise des ARS. Enfin, les personnes qui travaillent auprès des personnes fragiles, qu'elles soient âgées ou qu'elles soient handicapées, c'est-à-dire les maisons de retraite et les EHPAD, les foyers d'autonomie, les services de soins infirmiers à domicile, qu'on appelle les SSIAD, les unités de soins longue durée, les USLD, les instituts médico-éducatifs, les IME, les foyers d'accueil médicalisés, FAM, et les maisons d'accueil spécialisées, MAS. Ce dispositif doit bénéficier exclusivement aux parents qui ne disposent d'aucune autre solution alternative de garde. C'est-à-dire s'il n'y a pas un autre parent en télétravail, s'il n'y a pas une garde intrafamiliale par d'autres enfants plus âgés. Là aussi, j'en appelle au civisme de chacun. On ne doit présenter son enfant que si on n'a vraiment pas d'autre solution. Et il s'agit d'un dispositif exceptionnel, de façon à ne pas recréer des regroupements d'enfants trop importants. Nous devons garantir en effet que la garde de ces enfants puisse être réalisée dans des conditions sanitaires adéquates, c'est-à-dire des petits groupes de 10 enfants pour freiner, au maximum pour freiner la propagation du virus. Pour préparer ce service d'accueil pour les enfants des personnels concernés, les recteurs et les directeurs d'ARS ont échangé sur les modalités concrètes de mise en œuvre de ce dispositif. Ils ont estimé le nombre d'élèves accueillis, l'information à faire aux parents bénéficiaires et la mobilisation des personnels de l'éducation nationale volontaires pour assurer l'accueil. Les échanges entre les services de l'État se poursuivent pendant ce week-end pour organiser l'accueil et prévenir les familles. Il a été demandé aux parents concernés de signaler dès ce week-end auprès des directeurs d'école et des principaux de collège, de se signaler donc de manière à anticiper cet accueil. Les collectivités territoriales assureront le nettoyage des locaux scolaires utilisés comme bureaux de vote afin de permettre l'accueil des élèves et des personnels dès le lundi 16 mars. C'est ce que nous avions prévu de toutes les façons. Je tiens à souligner l'excellente relation avec les maires, les présidents de conseils départementaux et les présidents de conseils régionaux. Nous avons eu avec l'AMF, l'ADF et l'ARF tous les contacts. Vous avez d'ailleurs eu les communiqués de presse correspondants permettant de travailler la main dans la main pour faire face à cette situation. Dans les écoles et les établissements qui ont été préalablement fermés, je pense évidemment à ceux qui étaient dans ce qu'on appelle les clusters, l'accueil sera possible à partir du mardi 17 mars. La mise en œuvre du service exceptionnel pour tout le reste de la France débutera donc le lundi 16 mars, donc après-demain matin. Concrètement, pour les élèves de 3 à 16 ans, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse prévoit les modalités suivantes. Il s'agit donc, puisqu'il s'agit d'enfants de 3 à 16 ans, des enfants des écoles primaires et des collèges, dont on considère qu'ils ne peuvent pas être gardés, qui doivent être gardés par des adultes. Donc ça ne concerne pas les lycéens, je tiens à être clair là-dessus. Les parents concernés pourront se rendre dans les lieux de scolarisation habituels de leurs enfants, écoles maternelles, élémentaires et collèges. Il leur sera demandé de fournir une photocopie de leur carte professionnelle ou à défaut une fiche de paye de leur établissement employeur. Et pour les personnels assurant la gestion de crise dans les ARS, une attestation spécifique sera fournie. L'accueil des enfants sera réalisé durant les horaires habituels de fonctionnement des écoles et des établissements scolaires. Les enfants seront accueillis par ces groupes de 8 à 10, en veillant à favoriser une cohérence pédagogique au sein des groupes. Bien sûr, ces modalités d'accueil vont s'affiner et se préciser au cours des prochains jours et des prochaines semaines.
Nous mettons tout en œuvre pour faire face à cette situation inédite. Je m'adresserai régulièrement à l'ensemble des acteurs. Dès aujourd'hui, j'enregistrerai un message spécifique pour les parents d'élèves, l'ensemble des parents d'élèves de France, et un message spécifique pour l'ensemble des professeurs de France. Ce qui est important, et je veux le rappeler, c'est que dans une période comme celle-ci, l'éducation nationale, et au travers de l'éducation nationale, la société française, montre son civisme, sa résilience. Au diapason des propos du président de la République, c'est notre capacité à nous organiser, à nous prouver notre capacité à travailler dans cette période de crise, dans des conditions très particulières, qui montrera encore une fois que nous sommes capables de faire face. Nous ferons face par des valeurs de solidarité, de bienveillance, de responsabilité. Nous ferons face aussi par le contenu du travail accompli, d'où la qualité de ce qui a été préparé pour l'enseignement à distance, mais surtout la qualité du travail des professeurs. Je voudrais terminer mon propos comme je l'ai commencé, en rendant hommage aux professeurs et à l'ensemble des personnels de l'éducation nationale. Dans ce moment très particulier, ils sont déjà mobilisés. Et je veux insister sur le fait que, bien entendu, l'enseignement à distance jamais ne peut remplacer l'enseignement présentiel. C'est une autre manière de travailler qui va s'installer. Elle est évidemment différente des modalités habituelles, et à certains égards, c'est évidemment dégradé. Mais il y a aussi des choses nouvelles, possibles, intéressantes. Je pense à la relation parents-élèves, je pense à la relation élève-professeur, je pense aussi à la relation parents-professeurs. Dans les trois cas, nous avons une évolution de la relation qui va être permise par la nouvelle situation. Nous devons avoir comme objectif qu'aucun enfant ne reste au bord du chemin. Il ne doit pas y avoir de décrochage scolaire à l'occasion de ces périodes. Cette période ne doit pas être considérée comme une période de vacances, mais comme une période où nous travaillons différemment. Je vous remercie.